Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 31 mars et vous écoutez Radio Taïwan International. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Tout de suite, on en parle à Taïwan. Bonjour à toutes et à tous, on en parle à Taïwan ce dimanche est animé par Sasa, Lisa et François-Xavier Boulet. Alors aujourd'hui, 3 sujets comme d'habitude. Nous allons parler tout d'abord de... Alors, on va parler, je crois, de beaucoup d'animaux. J'ai failli vous parler d'une route qui a été fermée pour laisser passer les papillons migrateurs. Oui, je trouvais ça super. Tous les ans, il y a ça à un moment donné de l'année. Voilà, mais en fait, finalement, j'ai plutôt opté pour vous parler des serpents. Que faire et ne pas faire en cas de morsure de serpent, parce que, pourquoi, en quel lien avec l'actualité? C'est parce qu'ils commencent à sortir à Taïwan. Et il n'y en a pas qu'un. Oui. Ensuite, on parlera aussi... moi, je vous parlerai de masque et de tuba à Xiaoliuqiu. Masque pour la et plongée, tuba c'est à ça Xiaoliuqiu. Oh, pas mal. Et pour ma part, on restera sur la côte pour parler du phare de Heluanpi, donc la pointe sud, dans le comté de Pingtung, qui vient d'être classé au rang de patrimoine de monuments nationaux par le ministère de la Culture cette semaine. Voilà, alors on va commencer par les serpents. D'accord, je pensais pas que cet animal aurait un tel succès, mais apparemment, je crois que ça fait beaucoup de curieux. Eh oui. Alors, en fait, il y a eu récemment une conférence de presse de l'Agence de prévention des épidémiques, en fait, sur les serpents à Taïwan, parce que c'est bientôt la fête Qingming. Donc, une sorte... on peut comparer un petit peu cette fête à la Toussaint. Donc, les Taïwanais vont nettoyer les tombes de leurs ancêtres et se recueillir. Ça sera normalement le jeudi 4 avril. Et cette période, début avril, correspond aussi à la saison où les serpents sortent de leur hibernation. Et du coup, comme il y a beaucoup de personnes qui vont sur les tombes, parfois c'est dans des endroits où il y a plein de buissons, et puis il n'y a pas dans trop... les collines. Voilà, dans les collines, ou alors c'est des endroits qui ne sont pas très fréquentés le reste de l'année. Ce ne sont pas des cimetières très clos, très entretenus, enfin pas tout le temps en tout cas. Pas toujours, tout à fait. Donc, du coup, le Centre de prévention des épidémies a mis en garde contre les serpents, a expliqué comment s'en protéger au moment de Qingming-Jie. Alors, avant d'entrer dans les détails, je vais juste donner quelques chiffres, pour avoir une idée de ce qui se passe à Taïwan. Donc, en moyenne, 1 millier de personnes sont mordues par des serpents venimeux chaque année. Ah oui, quand même. Oui, ça ne veut pas dire qu'elles décèdent. Parce non, que, bien sûr, encore heureux. Voilà. Heureusement. Il y a des antivenins qui sont très efficaces. Et donc, ça se passe surtout entre avril et novembre, avec un pic au mois d'août. D'accord. Okay. Et en fait, récemment, Meg, je crois, dans Retour à la source, avait une émission qui était consacrée aux serpents, et notamment à Du Mingzhang, qui est un professeur qui a écrit des livres sur les serpents, pour essayer de sensibiliser les gens au fait que faut pas non plus avoir trop peur des serpents. Il a même un café apparemment. On peut aller caresser les serpents pour enlever cette phobie des serpents. Il paraît que c'est assez efficace. Ouais. Alors du coup, j'ai acheté son livre. Je suis pas encore allée dans son café. Il faut faire les choses petit à petit, progressivement. Je croyais que tu avais acheté un serpent. Oh là là, non. Il y en a déjà dans mon jardin, donc c'est pas la peine. Et en fait, il y a plein d'explications très intéressantes sur les serpents de manière globale. Et il y a la présentation de 55 serpents de Taïwan, qu'on trouve à Taïwan, donc c'est énorme. Mais en même temps, on se rend compte aussi que la plupart ne sont pas venimeux. En tout cas, il y en a... c'est surtout les espèces marines. Il y a 4 espèces marines qui sont très venimeuses. Et les espèces terrestres, il y en a 6 qui sont vraiment dangereuses. D'accord. Au niveau du venin. Alors, est-ce que vous voulez... Je vais faire rapidement quand même une petite présentation. Je mettrai la photo sur des serpents venimeux sur le site carrément. de On en parle à Taïwan. On s'en rend compte. Voilà, c'est important quand même de savoir si vous êtes mordu par un serpent, est-ce que c'est un serpent venimeux ou pas.
Enfin, je pense que vous le sentirez, mais... Oui. Alors, il y a bien sûr le cobra, Fan Sheting. Bon, comme vous le savez tous, a priori, les cobras, s'ils se sentent attaqués, ils se redressent. Oui. Et donc, ils sont facilement reconnaissables à leur col qui se déploie. Il y a la vipère aux 100 pas. Donc, c'est notamment les Baipush, pardon. Baipush. Baipush. Ouais. Donc, c'est notamment un animal vénéré par l'ethnie Paiwan, D'accord. qui le représente beaucoup sur ses motifs. Il a des petits triangles comme ça sur son corps. Et pourquoi ça s'appelle la vipère aux 100 pas? C'est qu'en fait, il est apparemment tellement vénéneux qu'au bout de 100 pas, on s'effondre. Venimeux, pardon. Oui. C'est pas un champignon, oui. Au bout de 100 pas, c'est fini. Voilà, donc il faut se dépêcher d'aller Voilà, c'est pas le consulter un serpent qui a médecin. des petites pattes cachées. Alors ensuite, il y a Guaikerhua, la vipère à taches brunes. Il y a Cheweitai, vipère des bambous. Alors c'est un serpent facilement reconnaissable parce qu'il est tout vert, vraiment vert pomme, et il a une tête triangulaire, contrairement D'accord. à d'autres serpents verts qui ont une tête qui n'est pas, qui est Oui. ronde comme les couleuvres et qui ne pose pas problème. Là, la vipère des bambous a une tête triangulaire et verte et un petit trait blanc sur le côté. D'accord. Ensuite, il y a Yusanjie. Si on traduit littéralement, ça veut dire la fête des parapluies. Je vois pas trop quel est le lien, mais bon. Peut-être qu'ils sortent quand il pleut et du coup. Ah oui, peut-être. c'est la Chimingé, fête peut-être. pour eux. Peut-être la fête de la Toussaint, effectivement. Donc, en français, c'est un bongaré rayé. Donc, il est rayé noir et blanc. Mhm. Et il y a encore le Swoliensche d'Aboya de Formose, qui est, il est très très grand et je pense que celui-là, il est un peu, il peut aussi Étouffé. étouffer, ouais. D'accord. Mhm. Eh bien, Voilà. faire attention aux Sympa. serpents, quoi. Et ça, c'est que pour les serpents terrestres. Oui, tout à fait. C'est que Qui pour sont les dangereux. serpents terrestres. Mhm. Est-ce que vous avez déjà été mordu par un serpent? Non, Moi, jamais, mais j'en ai déjà croisé une fois, juste derrière la radio, en faisant un petit tour en montagne avec des collègues à la pause de midi. Oui. On montait dans la montagne et puis à un moment donné, il y avait Meg avec nous qui me retient en me disant va pas plus loin, il y a un serpent qui est en train de traverser. Et puis elle me retenait pas de peur, mais pour le laisser passer. Bon, il n'était pas très grand, enfin je sais pas, il faisait 50-60 cm, quelque chose comme ça. Il était jaune presque fluo. Mhm. Et Jaune en fluo. face, il y avait deux autres promeneurs qu'on croise régulièrement quand on fait la promenade, qui sont des militaires d'ailleurs, et qui disaient n'ayez pas peur, celui-là ne sont pas dangereux. Enfin, c'est pas une espèce dangereuse. Et puis moi, je lui dis comment tu le sais? Il me dit mets ton doigt, tu vas voir. Je lui dis non, je vais pas mettre le doigt, je vous crois sur parole. Et après, le serpent est passé. Puis nous, il a eu plus peur que nous, en fait, le serpent, évidemment, mais jamais mordu, non. Mhm. En tout cas, il y a principalement 3 serpents terrestres qui mordent à Taïwan. C'est le cobra pour à peu près 20% des morsures, la vipère à taches brunes et la vipère des bambous. D'accord. 40% chacune. Et les autres, c'est des morsures vraiment assez rares en fait. En plus, le cobra, par exemple, les autres, je sais pas, mais on le trouve aussi en pleine ville et pas que dans les lieux reculés de milieu de campagne. Alors, je dirais pas en pleine ville, mais disons en lisière de Taipei par exemple. Oui. Je sais pas si on Alors, peut quand dire je dis vraiment en pleine ville. Quand Quoi. je dis en pleine ville, c'est parce que je me souviens Dans d'une Taipei, ancienne quoi. collègue Mhm. qui rentrait chez elle et dans la rue de chez elle, Mhm. à Muja. Donc c'est vrai que c'est pas très loin non plus du flanc de la Voilà, petite ouais. montagne. Mhm. Ben, il y avait un cobra qui était déjà dressé au milieu du bitume et elle n'osait pas rentrer, quoi. Elle Ouais, attendait ouais. qu'il s'en aille pour pouvoir rentrer chez elle. Tout à fait. Mais c'est Voilà. vrai que c'est plutôt dans les zones de Taipei, près des montagnes. Oui. Mais ça peut être effectivement dans la rue. Et alors, je rentre dans le vif du Oui. sujet. Déjà, que faut-il faire pour éviter les morsures? Est-ce que vous avez une idée? Alors, il faut bien regarder pour ne pas marcher dessus. Très bien, Parce déjà. que moi, j'ai failli marcher dessus plusieurs fois. Parce qu'ils sont bien camouflés, en fait. Tout à fait. Moi, en France, en Ensuite- campagne, on me disait faut faire du bruit en marchant, faut Ouais. créer des vibrations dans le sol. Tout à fait. Ouais. Parce que Quand tu es en le montagne, serpent, que c'est tu ce penses qu'il que c'est voit un peu mieux. dangereux, Parce que le serpent, il est quasiment aveugle.
c'est ça? et aussi sourd. Et sourd. En fait, il sent les vibrations. Donc il faut soit quand on va dans un bois ou dans un buisson, faire bouger le buisson d'abord et lui laisser le temps de s'en aller, Ouais. soit vraiment faire des pas très très forts sur le sol pour qu'il... Moi, je le fais souvent Mhm. Donc, il parce que réagit j'ai vraiment aux peur vibrations. à certains endroits où, si c'est la nuit, par exemple. D'accord. Mhm. Et sinon, j'imagine s'éloigner doucement, en reculant, Alors ça, c'est quand on rencontre un un serpent. cobra peut-être. Mhm. Mais déjà, il y a aussi d'autres choses à faire. C'est qu'il ne faut pas retourner les pierres ou soulever du bois mort, parce que c'est souvent là oui. Oui. qu'il se cache. C'est vrai. Et puis, si vous voulez vraiment être sûr, si vous voulez, comment dire, avoir moins de possibilités de morsure, portez des bottes hautes. Ce qui n'est pas toujours facile, mais bon, au moins des chaussures fermées quand on est à la Se montagne. protéger. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Taïwanais qui font des randonnées, mais même parfois des grandes randonnées en bottes. Alors, moi, je trouve que c'est pas du tout confortable, mais c'est une des raisons pour lesquelles ils portent des bottes. Pour Après, pas se ça faire dépend piquer. peut-être des lieux de randonnée où ils vont. C'est peut-être des lieux où les serpents sont prolifiques, qui sait. Mhm. Des serpents, il y en a partout, hein, honnêtement. Ou alors, Ouais. c'est qu'ils ont déjà rencontré un serpent et du Oui, coup, ça leur a c'est laissé possible. une... Possible. Alors, si vous vous êtes fait mordre, donc là, c'est les conseils du Centre de prévention épidémique. Donc déjà, il faut essayer de savoir si c'est un serpent venimeux et si oui, lequel, parce que ça permettra de trouver plus vite Ça change. le bon antivenin. Donc voilà, c'est d'où l'importance de regarder quand même cette image avec les serpents qui sont dangereux à Taïwan. Et les aspivenins, tout ça, ça marche ou pas vraiment? Alors, pas tant que ça, en fait. D'accord. Vraiment, le conseil principal, c'est dépêchez-vous de consulter un médecin le plus vite possible. Et alors ça, c'est vraiment pas facile, je sais, mais c'est essayer de ne pas paniquer, de rester le plus calme possible, parce que quand les battements du cœur accélèrent trop, ça accélère la propagation du venin dans le corps. Ensuite, il faut enlever les bijoux et tout ce qui peut entraver le gonflement de la peau, au cas où il y a la peau qui gonfle, et avec un vêtement, bander le bord supérieur de la plaie pour ralentir la propagation du venin. Bon, même si ça aide pas beaucoup, mais bon, ça permet peut-être de gagner un peu de temps. Et apparemment, il ne faut pas couper la plaie pour éviter une infection, parce que c'est pas quelque chose à faire. Il ne faut pas aspirer le venin avec la bouche. Avec un aspi-venin, c'est déjà mieux qu'avec la bouche, mais bon, ça ne soigne pas complètement. Ce qu'on voit dans les films ou dans les images de ma jeunesse, en tout cas, où « Ah mince, je me suis fait mordre, vite, vite !» Aspirer, ça, c'est déconseillé. C'est déconseillé, apparemment. Il ne faut pas non plus faire pipi sur les brûlures de méduses. C'est aussi une idée reçue. D'accord. Non pas que j'en ai fait l'expérience, mais j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps. Donc je partage. Alors, pour revenir au serpent, il ne faut pas appliquer de la glace là où on s'est fait mordre. Ça pourrait faire mourir les tissus de la peau. Ne pas boire d'alcool, bon, c'est logique, mais bon, il vaut mieux le rappeler parce que ça accélère, l'alcool accélère les effets du venin. Et en fait, tout ce qui dilue le sang est à déconseiller, quoi. Voilà. Et donc... Et si on rencontre un serpent, qu'est-ce qu'on fait? Alors Même si on a pris toutes les précautions de ne pas soulever du bois, pas soulever des pierres, faire du bruit, et qu'on on est face à face avec un cobra qui est dressé, qu'est-ce qu'on fait? Il faut essayer de reculer et de s'en aller calmement. Mais s'il nous menace? S'il nous menace, il faut essayer de pas le menacer. En tout cas, il ne faut pas qu'il se sente menacé, parce que... Si lui menace, il est en phase d'attaque, ça veut dire qu'il est déjà menacé. Parce qu'en fait, les serpents, ils ont plus peur que nous, en fait. C'est ça le truc. Donc, il faut lui faire comprendre très vite qu'on s'en va, on n'a pas peur. Et contrairement aux idées reçues, on n'a pas besoin d'aller hyper loin, quoi. Un serpent... il va pas nous courir après, nous courir évidemment, c'est une manière de dire. Ça se fatigue plus vite, quoi. En fait, il faut voir par rapport à son corps, il peut s'appuyer sur la partie qui est derrière pour faire un bond comme ça et nous attaquer. Mais en revanche, il peut pas aller beaucoup plus loin. Après, c'est sûr que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des serpents qui sont très longs. Donc en tout cas, il faut se mettre hors d'atteinte d'un éventuel bond. Et attendre qu'ils partent. Et donc, si c'est en pleine ville, à Taipei aussi, par exemple, il y a un numéro de téléphone, je crois que c'est en passant par les pompiers, qui permet de contacter des personnes qui sont
spécialistes pour venir enlever les serpents, en fait. D'accord. Donc, notamment les cobras. Donc, ils Mhm. viennent avec une pince, comme ça, et puis un grand bocal pour essayer de récupérer le cobra. D'attraper la bête. Mais eux, contrairement à nous, ils sont habitués, quoi. Oui. Mais ce serait une idée intéressante de reportage, Ah oui, tout à fait. de se promener avec une de ces équipes Oui. pour Faut aller pas voir avoir comment peur, hein, mais ils enlèvent les serpents. Ça m'intéresse. Ils enlèvent Pas les de truc de serpents et fourrière à les- serpent, c'est pas mal. Et les nids de guêpes aussi. Ah, les nids de guêpes, Mm. non, ça j'ai Enfin, trop les nids peur. de routeaux, Oh là là. frelons asiatiques. Mais c'est vrai que c'est aussi... faut aussi s'en protéger de ces attaques. On Ouais, le ouais, voit ouais. tous Oui. les ans. Voilà. Il y a ben, combien de morts par morsure par an? Il y a à peu près 6% des personnes qui sont mordues par un serpent venimeux qui décèdent. Ça veut D'accord. dire à peu près 60 morts par an, du coup. Sur, Ça dépend des sur la années, base mais- du millier qu'on se disait en Ah, mais les moyenne, là. 1000, c'était tout type de morsure. type Ça de peut être morsure. des Non, non, serpents non. non venimeux. Non, les 1000, c'était C'était que les c'était D'accord. attaquant. Ouais. Pardon. Des Ouais, dangereux. ouais, quand Donc même, ça hein. ferait 60 par an à peu près. Mhm. D'où l'importance C'est beaucoup, quand même. d'aller... le problème, je pense que c'est pour aller trouver un médecin rapidement. Quand Ouais. on est en haut dans la montagne, peut-être parfois, c'est ça le problème. C'est ça, oui. Mhm. C'est vrai que ça m'a Si on est plusieurs loin de fois, tout. ça m'a plusieurs fois inquiété en faisant la randonnée de me dire que si je tombe nez à nez avec un serpent et que je me fais piquer, mordre, pardon, comment faire, quoi? Mhm. Parce Voilà. qu'il y a des randonnées où il faut encore marcher 5 heures pour redescendre. Il faut faire le tout en moins de 100 pas si c'est le, Si Le c'est le serpent. Mais bypass. Bon, là, je- laisse tomber. les Hein. 100 pas. Mais bon, il faut quand même pas paniquer et dire que voilà, c'est quand même, la Ça majorité reste plus des rare, serpents quoi. à Taïwan ne sont pas dangereux en fait. Ouais. Mais bon, moi j'ai déjà croisé le fameux serpent de mer là, qui est très venimeux. Je me souviens pas lequel c'était, mais je crois qu'il était noir et blanc, rayé. Et, ou alors c'était le bleu, mais peut-être qu'il change un peu de couleur dans l'eau. Et j'étais terrorisée. Je suis vite sortie de l'eau Voilà. comme ça, doucement en fait. Mais... Et puis ça m'est aussi arrivé en montagne. J'ai failli marcher dessus, un marron. C'est ça qu'il faut faire attention. Ouais. Ouais, et puis en ramassant un détritus près de chez moi, il y avait un serpent, donc j'ai failli mettre la main dessus. Au final, on en rencontre de temps en temps, quoi. Alors, il y en a, ça reste plus ou moins rare, mais j'ai l'impression que les auditeurs qui écoutent notre émission vont dire mais Taïwan, c'est l'île une aux île aux serpents. serpents, quoi. Rassurez-vous, ça se passe bien quand même. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais d'où l'importance de les connaître, voilà, et de savoir Oui. lesquels sont dangereux et lesquels en fait ne sont pas trop dangereux. Voilà. Alors après les serpents, de quoi parle-t-on? Eh bien, on avait parlé du fort de Elwanbi, non, du phare de Elwanbi. Alors le à phare Pingdong de Ulwanpi à Pingtong, oui, c'est un phare. Savez-vous qu'il a longtemps été surnommé le seul phare fortifié du monde entier? Fortifié, c'est-à-dire. Voilà, Non, parce je savais que, pas. c'est un phare il est muni de murailles, il a été fortifié. Donc c'est un phare qui était en même temps un fort de défense du sud de Taïwan. Alors le seul au monde, peut-être pas, du coup c'est une appellation qui est un peu tombée en désuétude. Et aujourd'hui on dit c'est parmi les seuls ou les rares phares fortifiés du sud du monde. Et il est à l'extrême sud de Taïwan, à Ulwanpi. Pourquoi on en parle aujourd'hui? Parce que le ministère de la Culture cette semaine vient de l'ériger, on le disait dans l'introduction, au rang de monument national. C'est pas rien parce que ça veut dire qu'il est classé monument historique, ça veut dire qu'il est au niveau du patrimoine où toute restauration, entretien relève directement d'un budget de l'État, donc plus de moyens de mieux le préserver en fait. C'est un phare qui a un peu plus de 140 ans, il date des années 1880. Il est toujours en service. C'était même avant la colonisation japonaise. Avant la période d'occupation japonaise. Et il est construit sous le style d'un fort britannique. Et voilà, donc on voit des grandes arcades blanches. On peut le voir, la photo aussi sur le site On en parle à Taïwan de cette semaine. Et il a été construit suite à plusieurs accidents qui ont montré au gouvernement Qing de l'époque, qui gérait Taïwan, qu'il fallait absolument mettre un phare. Il y a eu plusieurs bateaux qui ont sombré. Bateau américain, non? Il y a eu un bateau américain, ça c'était en 1867, je crois, un terrible naufrage, suivi d'un autre qui a aussi créé un incident diplomatique. Et donc, dans les années 1880, le phare commence à être construit en 1881 pour être allumé dès 1883.
Et quand on va sur certains sites ou certaines explications, on dit qu'il a été construit en 1888. Allez savoir pourquoi, les dates ne correspondent pas trop. Oui. Mais bon, le plus probable reste quand même 1881, début de la construction. Et d'ailleurs, le ministère de la Culture qui vient de l'ériger en monument national compte bien fêter bientôt les 150 ans d'existence de ce phare. Et du coup, il y a tout un travail de restauration, de mise en valeur de ce site qui a, pendant la période d'occupation japonaise, été classé parmi les 8 sites pittoresques de Taïwan à visiter. Ah oui. Et aujourd'hui, il n'est pas forcément dans cette liste, mais ça reste un des lieux incontournables quand on est dans le comté de Pingtung ou la pointe sud de Taïwan. En termes de tourisme, en termes de circuits comme cela, on passe forcément pas très très loin. Surtout qu'il est... il y a le parc national de Kunting en fait qui est juste à côté. Enfin, les deux sont ensemble, mais le phare a une entrée distincte. Les paysages doivent être jolis là-bas. C'est très très beau. On est au bord de la mer, enfin de la côte, et quand on est au niveau du phare, vu qu'on est un peu surélevé, on a une vue magnifique en effet à plusieurs milles marins. Et la lumière de ce phare, elle éclaire à plus de, j'ai oublié, je crois que c'est combien de milles marins ? 20 000 marins. Waouh. C'est-à-dire qu'il est visible à 37 km. Voilà, c'est pas rien. Ouais. Il éclaire encore aujourd'hui et sa lumière tourne toutes les 30 secondes, ça fait un tour. Voilà. C'est un style... alors, il a été aussi baptisé Lumière de l'Asie de l'Est parce que c'est le deuxième... pompeux. Non, mais parce que c'est le deuxième le plus puissant en termes d'éclairage. D'accord. Voilà, qui a été construit... Enfin, à l'époque, en tout cas, il faut savoir que sa lampe, pour les férus de phare qui nous écoutent, c'est une lampe de Fresnel rotative de 4e ordre et donc sa luminosité s'élève à 1,8 million de candela. Ça veut dire qu'il est visible à 37 km. Ah oui, d'accord. oui, je connais bien. Voilà, voilà pour ce phare. Donc, c'est quand même un trésor pour Taïwan. Il a été construit au moment où, justement, Taïwan ouvrait ses ports au commerce international, comme la Chine avait été obligée de le faire sous les Qing aussi. Et à la fin du 19e siècle, il est l'un des phares qui est le plus actif et qui, apparemment, éclaire beaucoup de passages commerciaux de navires, peut-être l'équivalent de porte-containers aussi, sachant qu'il est encore actif aujourd'hui et que ce phare est de facto, on le disait, un site touristique qui se visite. Alors, il faut un droit d'entrée, je crois que ça doit être 30 $ taïwanais pour les enfants, 60 pour les adultes. Donc, entre 1 et 2 euros, c'est quand même très, très accessible en termes de prix. Il se visite à des heures précises, mais le reste du site, tout comme le parc de Kunting, lui est ouvert toute l'année sans problème. Okay. Ça donne envie de prendre des vacances là-bas. Oui, non, c'est assez joli. Après, on n'y passe peut-être pas toute une vie dans ce phare, comme tous les phares. Oui, mais une journée. Voilà. Et la tour de ce phare, elle s'élève à 21,4 mètres de haut. Donc, c'est assez haut pour un phare de Taïwan qui n'a pas tant de phares que ça, en fait. Pour une île côtière, en tout cas, on pourrait imaginer qu'il y en a plus. Et... Voilà, que dire de plus ? Oui, je disais que c'était dans un style britannique. Donc, il est notamment remarquable par ses arcades, par ses balcons, ses fenêtres de style 19e, presque européen en fait, qui a gardé cette ossature ou cette structure plutôt jusqu'à aujourd'hui. Et il est repeint régulièrement pour lui donner son blanc vif d'antan, quoi. Voilà, donc il est bien entretenu. Mais aujourd'hui, le comté de Pingtung se félicite de voir que c'est le gouvernement qui va prendre en charge, en termes de subventions pour le patrimoine, la plus grande partie des restaurations, puisque ce genre de bâtiments, comme tous les bâtiments côtiers, sont très fragiles et doivent être vraiment régulièrement entretenus. Voilà, pour ce phare. Donc, on vous invite à le visiter. Il est à peu près à 100 km du comté, du gouvernement, enfin de la mairie du comté de Pingtung. Mais quand on y est, il faut faire un tour jusqu'à la pointe la plus au sud de Luan Pi. Et puis, pourquoi pas visiter toute la côte. Et en parlant de visite à Pingtung, je voulais vous parler d'une affaire en lien avec le tourisme à Xiaoliuqiu, la petite île qui se trouve au large de Donggang, donc entre Kaohsiung et Pingtung, on va dire. C'est une île qui est vraiment très touristique.
qui est connu pour les activités de masque et de tuba, notamment parce qu'il y a des tortues vertes qui nagent autour de cette île. Donc il y a beaucoup de gens qui vont là-bas pour nager pas très loin des tortues, pour les voir, et c'est vrai que c'est magnifique. C'est là qu'on voit parfois des incidents, des autorités qui rappellent qu'il ne faut pas toucher ou malmener les tortues. Il y a toujours des gens qui essayent de les toucher, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas marcher dessus, comme c'est comme les serpents. Voilà. Et en tout cas, c'est une très belle île et il y a beaucoup de tourisme. Et en fait, le haut tribunal administratif de Taipei a maintenu mardi un jugement qui a été fait contre des entreprises de masques et de tuba de l'île, puisqu'il y avait 21 entreprises qui sont basées sur l'île, qui s'étaient mis ensemble, qui s'étaient concertées pour faire augmenter les prix après la pandémie de Covid-19 de la location du matériel de plongée. Voilà. Donc elles s'étaient mises d'accord pour faire passer le prix de base qui était de 300 à 350 à 400. Et donc Donc ça faisait quoi, 1 ou 2 euros de plus pour la location ? Oui, ou même 3 euros de plus. Enfin, ça dépend des prix. Et la commission du commerce équitable avait donné des amendes à ces entreprises, donc des amendes allant de 100 000 à 150 000 dollars taïwanais, donc environ 3 000 euros pour la plus petite. C'était en février de l'année dernière. Et 7 compagnies, 7 parmi les 21, avaient fait appel en disant que, en fait, ils s'étaient mis d'accord, mais en fait, c'était plus une recommandation qu'une obligation, et que c'était nécessaire pour pallier les pertes qui avaient été enregistrées pendant la pandémie de Covid-19. Parce que c'est vrai que c'était important pour les petites entreprises. Il y a beaucoup de PME à Taïwan qui ont fermé, qui n'ont pas eu d'entrée d'argent. Et puis là, en plus, c'est directement lié au tourisme, donc aux sorties. Ça ne devait pas être facile. Le secteur le plus touché aussi. Et quand le tourisme a rouvert, en fait, le nombre de clients maximum qu'un guide pouvait prendre avec lui a été... il y avait un maximum de 5 personnes à la place, au lieu de 10 un quota à l'origine. Revu à la baisse. Voilà, et puis il fallait changer les parties qui sont en contact avec la bouche. Enfin voilà, donc il y avait des revenus en moins, des coûts supplémentaires. Donc les entreprises avaient mis ça en avant, mais le tribunal administratif de Taipei a quand même jugé que ça restreignait la compétitivité des prix, et que ça endommageait donc les droits des consommateurs taïwanais. Et parmi les pièces, les preuves du dossier, il y avait des chats, des discussions sur Line avec des communiqués conjoints mais internes qui montraient que les entreprises s'étaient vraiment concertées pour faire augmenter les prix, et aussi pour se surveiller entre elles, pour être sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui fasse des prix plus bas. Donc c'était la concurrence déloyale en amont dans une entente tacite, quoi. Oui, voilà. Donc c'est pour ça que le jugement a été maintenu et que ces amendes ont été maintenues en place également. D'accord. Ok, bon, je comprends mieux toute la complexité de cette affaire. Ouais. Voilà, une affaire tordue qui concerne les tortues. Merci Fix. N'est-ce pas ? C'était le mot de la fin de On en parle à Taïwan de ce dimanche. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine. À bientôt. À bientôt, à bientôt. Voilà, on espère que vous avez apprécié notre petit jingle a cappella qui était en prévision du 1er avril. Donc joyeux 1er avril demain.